Israël est toujours un des pays dont les dépenses sociales sont les plus faibles par habitant. Il y a un retard énorme à combler avec les pays européens, avec d'autres pays à travers le monde, et c'est là où, en fait, où le bas blesse, que ce soit les allocations, les différentes allocations d'aide. Israël est très en retard par rapport à des pays comparables en Europe ou ailleurs. Gilles Darmon, bonjour, Boker Tov. Bonjour à tous. Alors on se retrouve pour ce rendez-vous presque annuel, on va dire, du rapport, de la publication du rapport de la TED, l'association dont vous êtes le fondateur et le président, rapport sur la pauvreté en Israël, et il faut bien avouer que ça ne s'arrange pas d'année en année, et l'épidémie est peut-être aussi pour quelque chose, allez certainement nous l'expliquer. Les données sont alarmantes, et de plus en plus de personnes souffrent, on va dire aussi, de malnutrition. C'est un des points de votre rapport, mais on parle d'un million de foyers israéliens qui sont presque au seuil de pauvreté. Il y a effectivement plusieurs éléments qui apparaissent comme prédominants dans la 19e version donc, de ce rapport alternatif sur la pauvreté. Ça fait effectivement maintenant 19 ans que nous publions chaque année. Et il est clair que suite à l'analyse de ces données, on voit l'impact social extrêmement important de la crise du corona. Qui n'est malheureusement pas terminé. Et je crois qu'il y a un élément central de ce rapport qui vient émerger de toutes ces informations-là, c'est le fait que pratiquement un quart en fait de la population israélienne se trouve dans une situation de possibilité de tomber dans la pauvreté en fait. On s'est aperçu que l'essentiel de l'impact social de la crise du corona en fait a affecté les classes moyennes. Ces classes moyennes qui représentaient pratiquement 50% de la population israélienne avant le début de la crise du corona, eh bien, on a vu qu'une grande partie de ces classes moyennes-là ont vu leur pouvoir d'achat et leurs revenus se dégrader fortement. Et de ce fait, on se trouve en fait dans une situation où une grande partie de la classe moyenne est menacée de tomber dans une situation de pauvreté. Alors l'avenir le dira, est-ce que ces foyers en difficulté économique vont réussir à rétablir la barre? Est-ce qu'ils vont réussir à se sortir de cette mauvaise passe et continuer à faire partie de la classe moyenne? Je crois que c'est un des défis sociaux les plus importants de la société israélienne, en tout cas dans les 6 mois ou dans l'année à venir. Alors concernant les chiffres de la pauvreté dans leur ensemble, nous sommes encore une fois dans un plateau extrêmement élevé. D'après les chiffres de ce rapport, toujours, nous parlons de plus de 2,5 millions de personnes qui vivent dans une situation de pauvreté. Dans ces 2,5 millions de personnes, c'est plus d'un million d'enfants. Donc on est non seulement en train de vivre une situation de pauvreté qui est intenable à ce niveau-là, mais on est également en train de, je dirais, mettre en péril l'avenir de plus d'1 million de jeunes qui, comme on le sait tous, quand vous êtes en situation de pauvreté, les chances de ces enfants d'avoir une éducation adéquate, de pouvoir intégrer le marché du travail dans de bonnes conditions et de pouvoir sortir leur famille du cercle de la pauvreté, eh bien ces chances-là sont extrêmement faibles. Donc on a à la fois un tableau présent extrêmement préoccupant, mais aussi des indications qui nous empêchent de regarder l'avenir avec sérénité. Alors je voudrais peut-être tempérer un petit peu ce tableau qui est assez noir et en fait qui montre que la pauvreté est un sujet structurel en Israël depuis plus de 10 ans, c'est-à-dire qu'on est encore une fois dans ces chiffres-là avec relativement peu de variations depuis plus de 10 ans par le fait que nous étions hier à la Knesset pour une journée particulière dédiée au sujet de la pauvreté. Ça veut dire que dans l'ensemble des commissions de la Knesset, eh bien, il y a eu des discussions qui étaient centrées sur le sujet de la pauvreté. Ça a été le cas dans la commission sociale, ça a été le cas dans la commission éducation, dans la commission santé, dans la commission économique et bien sûr dans l'Assemblée générale de la Knesset à la fin de la journée. Eh bien, nous avons eu la chance de présenter les données du rapport alternatif et d'entendre des engagements extrêmement forts de la part du ministre des Finances qui était présent, de la part du ministre des Affaires sociales. Et je dirais que pour la première fois, par exemple, de l'histoire du pays, eh bien, dans le budget 2022 du gouvernement, il y a une ligne dédiée au sujet de l'insécurité alimentaire. Vous le signaliez au début, c'est un des sujets importants de la pauvreté. Il y a plus de 292 000 familles en situation d'insécurité alimentaire sévère. Eh bien, pour la première fois, l'État va allouer plus de 100 millions de shekels sur ce sujet-là. En face de l'ampleur du phénomène, il faudrait 1,5 milliard, 2 milliards pour traiter le sujet, mais je dirais qu'il y a un début de quelque chose du côté gouvernemental qui nous laisse espérer. Mais c'est vraiment un début. Mais c'est vraiment un début, Gilles, parce que d'après le rapport, il n'y a que 5 à 6%, on va dire, des budgets de ces associations qui s'occupent d'entraide sociale qui vient du gouvernement. C'est très faible.
Au jour d'aujourd'hui, l'essentiel de l'effort de la lutte contre l'insécurité alimentaire, par exemple, vient effectivement du secteur philanthropique. Ce secteur philanthropique, c'est-à-dire les associations à l'image de la tête, apporte chaque année quelque chose comme 700 millions à 1 milliard de shekels de valeur de denrées alimentaires qui sont distribuées dans le pays. En face de ça, la participation de l'État, jusqu'à aujourd'hui, encore une fois, jusqu'à 2021, elle se montait à 40-50 millions de shekels. On espère, vous savez, à partir du moment où une ligne budgétaire est créée dans le budget de l'État, eh bien, c'est extrêmement difficile de faire marche arrière. Et la tendance naturelle est que ces lignes budgétaires augmentent. Donc, aujourd'hui, il y a un tuyau, si je puis m'exprimer ainsi, qui a été rentré dans le budget. Force à nous de tout faire pour que en fait ce tuyau soit alimenté avec des sommes conséquentes. Bien évidemment, l'effort est encore énorme, la tâche est énorme, la prise de conscience commence à faire jour dans le milieu politique et dans le leadership du pays au plus haut niveau. Juste pour vous dire que ça a pris plus de 19 ans. Ça fait 19 ans que ce rapport alternatif existe. Ça fait 19 ans que nous essayons toutes les voies possibles pour engager ce débat au plus haut niveau de la société israélienne. La société civile nous a suivis. Les citoyens israéliens sont largement mobilisés autour de ces sujets. C'est, je crois, tout à l'honneur de la société israélienne. Il manquait l'engagement fort de l'État. Parce que, au bout du compte, on sait quoi faire. C'est pas la question n'est pas de savoir mais comment faire, quel type d'outils on peut utiliser, etc. Les chemins pour régler la question de la pauvreté en Israël existent. Ils ont été définis par la commission Elalouf il y a quelques années. C'est aujourd'hui uniquement une question de volonté politique. Ma perception, et je l'ai rarement dit à votre antenne, c'est qu'il y a un début de prise de conscience qui pourrait nous emmener à des gestes forts. L'augmentation de l'allocation VIS est déjà un signe fort. Il va nous permettre de sortir plusieurs dizaines de milliers de personnes âgées en difficulté de la pauvreté. L'allocation budgétaire sur les sujets d'insécurité alimentaire en est un autre. Il y a beaucoup de choses à faire encore, mais je dirais qu'il faut regarder ce rapport alternatif, en tout cas la 19e édition, avec un regard double. D'une part, le fait qu'on est toujours dans des niveaux extrêmement élevés. Plus de 233 000 familles sont encore en situation de fragilité économique forte. En plus, je dirais, après le corona, mais d'un autre côté, il y a des débuts d'action du gouvernement qui me laissent croire qu'on est peut-être à l'aube de quelque chose. Rendez-vous l'année prochaine, bien évidemment, pour voir si la réalité a rejoint les intentions. Alors c'est ça, parce que je suppose qu'on va dire cette nouvelle ligne que vous mentionniez dans le budget de l'État, il est dû au changement de gouvernement. C'était quelque chose que vous aviez remarqué, c'est-à-dire dans le gouvernement précédent, il n'y avait pas de répondant facile à ce niveau-là, au niveau de la détresse sociale, c'est-à-dire qu'on comptait beaucoup sur la contribution justement du citoyen, du dévouement de la société civile. Alors, je vais vous dire, sur les sujets d'insécurité alimentaire, pour être le plus franc possible, quel que soit le pouvoir en place et quel que soit le gouvernement, la ligne a été sensiblement la même. C'est bien souvent les hauts fonctionnaires du Trésor et les hauts fonctionnaires du ministère des Affaires sociales qui ont en main ce type de décision. Ça a été un long processus de les amener à cette conclusion que l'État devait intervenir sur ce sujet-là. Ça a commencé en 2003 quand nous avons déposé un recours à la Cour suprême et nous avons forcé le ministère des Affaires sociales et le ministère du Trésor à se positionner sur le sujet. À l'époque, il y avait eu un rapport qui préconisait l'intervention de l'État. Il a fallu énormément de temps pour que cette préconisation se transforme en investissement ferme. En fait, ce qui se passait jusqu'à présent, c'est que l'aide de l'État était ponctuelle. D'année en année, il fallait renouveler les demandes et renouveler l'implication de l'État. Là, cette fois, c'est inscrit dans le marbre, c'est inscrit dans le budget de l'État. Et comme je vous le disais, pour nous, c'est un début. Ce n'est qu'un petit début, mais c'est quand même une victoire par rapport à tout ce chemin depuis 15 ans de travail. Alors, je voudrais quand même essayer de comprendre un phénomène. On parle souvent avec des économistes. On a notre ami le docteur Daniel Guggenheim qui est chaque semaine ici et qui nous fournit souvent des données extrêmement encourageantes. Quand on parle avec les économistes, avec les experts, on a toujours l'impression que l'État d'Israël, économiquement, est un pays prospère. Il y en a un pays qui, même après la crise, on a parlé de la crise et des coups durs que le corona a frappé dans l'État d'Israël. On voit que finalement aujourd'hui, on a le sentiment qu'on revient à une sorte de taux de chômage qui est quasiment celui qui était avant l'épidémie, qu'il n'y a qu'une petite inflation. Les données sont au vert en général et elles sont toujours très encourageantes, même par rapport à la dette de l'État, etc.
Comment expliquer ce paradoxe? D'un côté, eh bien, on a l'impression d'être parmi les pays les plus prospères, le shekel, j'oubliais, qui est considéré comme l'une des monnaies les plus fortes aujourd'hui. Et d'un autre côté, lorsque l'on voit le rapport de la tête, eh bien, on est effrayé par l'ampleur du phénomène de la pauvreté. Vous avez raison, Daniel, de mettre en parallèle ces chiffres, mais la réalité, en fait, elle est extrêmement simple. Nous sommes dans une configuration où on a deux sociétés qui se côtoient, deux mondes qui vivent en parallèle, une réalité complètement différente. Il y a la réalité de la région du centre du pays, la réalité de la high-tech. Il y a plus de 24 milliards de dollars qui ont été investis cette année dans la high-tech israélienne. C'est un chiffre énorme à l'échelle du pays. Et à côté de ça, vous avez la périphérie sociale et géographique qui en fait est une société d'injustice, une société d'inégalité sociale où lorsque vous naissez à Dimona, la chance que vous puissiez utiliser l'ascenseur social, cette expression française qu'on aime bien utiliser, eh bien est extrêmement faible et en fait on s'aperçoit que les familles sont pauvres de génération en génération. On est déjà à la 3e génération de pauvres dans certains cas et que le système israélien n'arrive pas à casser cette injustice sociale qui perdure d'année en année. Et la différence, en fait, elle est aussi entre des données macro qui sont extrêmement positives et je dirais une vision locale, une vision à l'échelle de l'individu, quand vous savez que des populations entières vivent dans une situation de pauvreté. Alors, c'est le cas, bien sûr, de populations particulières, la population orthodoxe israélienne et la population arabe israélienne, mais pas seulement. Le marché du travail est un marché qui est extrêmement trompeur puisque aujourd'hui vous pouvez travailler, vous pouvez être dans une situation où le chef de famille, voire les deux parents travaillent et être quand même en situation de pauvreté parce que les salaires que vous recevez sont des salaires de misère. Alors que le contrat social a été cassé, que le travail ne protège plus de la pauvreté et ne vous permet pas de nourrir décemment ou de gérer décemment votre famille. C'est le problème, c'est un problème à la fois de pauvreté, mais aussi d'inégalité sociale. Je rajouterais juste que si vous prenez les chiffres de l'OCDE, ça fait plus de 10 ans que Israël est un des pays les plus pauvres de l'OCDE, en compagnie de pays comme les États-Unis. Par exemple, les États-Unis, à cause de ce problème d'inégalité sociale, est aussi considéré comme un des pays les plus pauvres de l'OCDE. Juste pour rappel, l'État fédéral américain investit chaque année plus de 80 milliards de dollars sur des sujets d'insécurité alimentaire. J'espère qu'un jour, le gouvernement israélien, à propos du début de notre discussion. Je voulais justement dire, est-ce que par exemple, vous aussi, dans votre activité, dans l'activité de la tête ou des associations d'entraide sociale principales en Israël, vous essayez d'influer sur, par exemple, aujourd'hui, le ministre des Finances, qui se montre toujours très, très rigide, hein, on le voit ces dernières semaines, par rapport aux difficultés de certains secteurs. Est-ce qu'il y a, par exemple, une démarche pour essayer de faire grimper, de faire augmenter le salaire minimum en Israël pour justement, parce que effectivement c'est tout à fait stupéfiant d'entendre chaque année que deux personnes, un couple qui travaille et qui travaille à plein temps, eh bien il peut se retrouver malgré tout en deçà du seuil de pauvreté. Il y a des moyens de lutter auprès du gouvernement et là c'est pas une contribution du gouvernement à des associations d'entraide sociale, c'est directement d'essayer de rehausser le salaire minimum pour justement que ces familles ne tombent pas en deçà du seuil de pauvreté. Écoutez, vous avez raison de poser la question. Dans le modèle d'opération de la tête, en fait, l'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire que nous considérons notre action comme devant reposer sur deux piliers. Un, la distribution alimentaire sur le terrain à ces 80 000 familles nécessiteuses que nous assistons quotidiennement ou pendant toute l'année dans leurs difficultés. Mais de l'autre côté, nous menons un combat, une opération, je dirais, continue en face du gouvernement dans ce qu'on appelle une opération d'advocacy pour pouvoir faire prendre conscience à nos responsables politiques de l'importance d'agir sur ces sujets sociaux. Le problème, c'est qu'effectivement, au niveau du département du budget au sein du ministère des Finances, il y a une idéologie économique qui est extrêmement rigide, extrêmement dure et qui repose sur le fait que tout doit se régler par la main invisible du marché et que les entrepreneurs pourraient fournir du travail à tout le monde et que c'est comme ça qu'on sortirait le pays de la pauvreté.
Malheureusement, dans les faits, ça ne marche pas. Israël est toujours un des pays dont les dépenses sociales sont les plus faibles par habitant. Il y a un retard énorme à combler avec les pays européens, avec d'autres pays à travers le monde. Et c'est là où, en fait, où le bas blesse, que ce soit les allocations, des différentes allocations d'aide, les allocations familiales, les allocations de vieillesse, la fixation d'un salaire minimum, etc. Israël est très en retard par rapport à des pays comparables en Europe ou ailleurs. Et il faut absolument combler ce fossé de manière urgente si on veut rétablir une cohésion sociale. Cette cohésion sociale, c'est pas simplement une vue de l'esprit ou un chiffre dans le rapport alternatif de l'organisation La Tête. C'est une nécessité, une obligation si on veut garder ce pays ensemble. En fait, dans l'ensemble des lignes de fracture qui traversent notre pays, je crois qu'au bout du compte, la fracture sociale est sans doute la fracture la plus importante et qu'il est temps qu'on s'attaque à cette fracture-là de façon intense parce qu'elle menace le pays. Elle menace le pays et je crois que c'est une prise de conscience qu'il est urgent de générer dans la classe politique israélienne et même au niveau des auditeurs de tous les citoyens israéliens qui commencent à le comprendre, je pense. Eh bien, Gilles Darmon, merci beaucoup pour toutes ces explications importantes et parfois préoccupantes donc autour du rapport de La Tête qui a été publié hier, rapport de 2021, donc le 19e rapport de l'association La Tête que vous avez fondée, que vous présidez. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, bonne continuation. Merci à vous. Bonne journée.